table ronde. Face à la crise inédite, de nombreuses entreprises et e-commerce, on l'a vu, on n'arrête pas de le voir depuis tout à l'heure et d'en parler, ont dû improviser, repenser les ventes, la logistique, la stratégie marketing. Quelles stratégies ont fonctionné pour réussir en e-commerce? On va écouter à présent les retours donc d'expérience de quelques personnes. Alors, autour de la table, nous avons le plaisir de recevoir Sophie Jérôme, d'abord de BigCommerce. Bonjour Sophie, vous dites que la sécurité, la rassurance, la crédibilité des e-commerçants est capitale pour attirer le chaland. Vous invitez également les entreprises à investir dans l'intelligence artificielle et autres moyens pour toujours plus personnaliser l'expérience client. Xavier Schoer, bonjour, Tarte de Françoise, j'en ai parlé tout à l'heure, je ne sais pas si vous étiez déjà en ligne, Xavier, puisque j'ai comparé, ou j'ai demandé en tout cas à l'audience d'essayer de comparer, de voir les points qui comparent et qui différencient le cierge des Ciergeries de Lourdes et la tarte de Françoise et les recettes du moelleux au chocolat. Ça a fait un petit peu peur à la salle qui a cru que nous étions dans un concile écuménique. Cette crise, Xavier, pour vous, a été un véritable laboratoire disruptif pour tester vos modèles de business exponentiels. Vous avez entrepris des actions inédites. Partager les recettes de vos tartes, je l'évoquais, proposer des box pour préparer ces tartes vous-même. La crise a été, chez vous, génératrice d'innovation. Thierry de Peut, Côte-à-Los, bonjour. Vous avez explosé les commandes pendant le confinement. Vous avez été obligé de revoir la logistique, de bien la ficeler. Vous aviez tellement de travail que vous n'aviez pas le temps de suivre vos KPI et statistiques du site, par exemple. Votre KPI le plus évident, c'était cette augmentation exponentielle des commandes, où vous deviez traiter un nombre de commandes terribles par jour parfois. Et puis surtout, vous êtes concentré sur le day-to-day. Vous me le disiez, ce qui importe, c'est de soigner le client aux petits oignons. Vous insistiez sur le fait qu'un site e-commerce, c'est comme un commerce physique. Il faut arriver à créer le sourire du vendeur sur l'e-commerce et c'est ce sourire du vendeur qui créera le sourire de l'acheteur. Michel Trapani, vous êtes convaincu que l'audace et l'agilité sont essentielles. Vous surmontez les challenges du e-commerce parce que surmonter ces challenges, c'est faire preuve de proactivité et donc investir, assumer, mettre des moyens supplémentaires, c'est important pour vous pour pouvoir gérer la crise. Et puis aussi, n'oublions pas, vous le dites, remercier les gens, remercier les clients, remercier les collaborateurs, de l'humain encore. Michel Trapani, chaussures Magnette et Luxus, vous intervenez également dans cette table ronde. Et puis Xavier Lebalu, Alter Ego Design, vous allez représenter, vous, les deux faces du commerce, puisqu'on sera sur du B2C et du B2B. Cela étant, chez Tarte de Françoise aussi, vous avez les deux volets. Dans votre secteur, vous ne croyez pas au e-commerce 100%. Le digital, c'est un peu votre mantra. Vous m'avez confié que vous planifiez d'investir beaucoup dans le digital ces prochaines années pour augmenter votre offre, mais que la crise vous a aussi conforté dans la volonté d'investir là-dedans de façon accélérée, avec pour autant une roadmap également sur les implantations physiques. Voilà, c'est un peu tout le monde ce que je voulais introduire, la manière dont je voulais introduire cette table ronde. Je vous remercie d'être là. Je suis très heureuse de vous retrouver. Et puis donc, voilà, je pense qu'on peut commencer, que peut-être, pour commencer, on pourrait parler de manière générale, puisque l'intitulé de cette table ronde, c'est « Quelles stratégies ont fonctionné pour réussir en e-commerce ?» Selon vous, quel serait l'élément que vous voulez mettre en avant en principal? Sophie Jérôme, vous venez de publier il n'y a pas longtemps le baromètre de l'e-commerce. Selon vous, qu'est-ce qui a fonctionné? Qu'est-ce qui a marché? C'est comme il y a plusieurs chemins pour aller à Rome, hein. Il n'y a Oui. pas juste une route pour avoir du succès, mais nous, on est convaincus qu'il faut vraiment utiliser plusieurs moyens. Et la stratégie, ben, il y a évidemment, c'est pas ou le physique ou le e-commerce, c'est les deux ensemble. Et dans le e-commerce, à nouveau, on peut avoir son propre webshop, mais on peut aussi aller sur une plateforme comme bol.com, comme Amazon, comme voilà, il y a des autres moyens. Et ça, c'est pro et c'est contre. Vendre sur une plateforme demande moins des investissements, mais par contre, on n'a pas contrôle sur la data, on a moins contrôle sur l'expérience du brand. Mhm. Mais c'est complémentaire, on aura un autre trafic, un autre acheteur,
avoir son propre webshop. Et voilà, on est en contrôle de son propre data, on est en contrôle de son même expérience, mais ça demande un investissement. Et il faut être honnête, hein, oui, on peut créer son propre webshop avec des petits budgets, mais de plus complexe, de plus on veut intégrer tous les processus dans la digitalisation de l'entreprise, ben, de plus complexe l'entreprise et le software, les investissements devient. Mais voilà, j'ai ce matin encore vu l'exemple de Nike qui avait montré une de ces chaussures qui était très populaire dans leur magasin physique et qu'ils ont mis au milieu parce qu'ils ont vu qu'il était très populaire sur le e-commerce et en Mhm. le mettant au milieu de leur magasin physique, ça a augmenté à nouveau le e-commerce plus 40%. Donc, il y a vraiment une interaction entre les deux. Oui, on décloisonne complètement le Oui, physique du oui, digital. oui. Alors, Thierry Depeuil de Cotalos, donc ce que Sophie disait ici, c'était aussi, ben, on peut aller sur des marketplaces, on peut aller, hein, comme je crois que c'est le coucou, cet oiseau qui va dans le nid des autres, on peut aller dans le nid des autres, on peut ne pas développer sa propre plateforme et ne pas investir là-dedans et dans d'autres moyens. Vous, Thierry, Cotalos, vous êtes dans 39 ruches qui dit oui, je pense, vous investissez aussi pas mal dans des partenariats. Vous pouvez peut-être nous en parler, c'est une stratégie gagnante, ça, en e-commerce? Ben, je pense que si, tant qu'à faire de la publicité, autant être plusieurs et le bouche à oreille, parce qu'on n'en a pas parlé dans cette conférence. On parle beaucoup des réseaux sociaux et du digital, mais le bouche à oreille reste pour moi un vecteur essentiel de la fidélisation des clients et du développement des ventes. Il ne faut pas l'oublier. Je fais un tout vieux adage, je crois, un client content le dit une fois et un client mécontent, je ne sais plus, 7 ou 8 Mhm, fois. mhm. Mais ça reste essentiel comme message à passer dans la satisfaction des clients. Et donc oui, vendre d'un maximum de façons différentes. Ici, je viens d'installer des casiers de distributeurs automatiques, en fait, comme on parlait Bipost, mais en réfrigéré. Donc c'est unique en Wallonie, ça existe déjà pas mal du côté néerlandophone, mais c'est les toutes premières box réfrigérées, digitales en Wallonie, en fait. Et donc les clients peuvent commander sur mon site internet et venir chercher leurs commandes dans les casiers gourmands 24 heures sur 24 grâce à un simple code à 6 chiffres ou un QR code qu'ils reçoivent par mail quand la commande est prête. Et je suis étonné, enfin, comme sur tous les sites internet, de toute façon, on est dans l'e-commerce, le nombre de commandes qui arrivent après 21 heures, moi je crois que je dois être à 70% de mes commandes qui arrivent après 21 heures. C'est assez impressionnant. Et toujours pour le lendemain, parce que moi, enfin, c'est pas un e-commerce classique, je travaille vraiment en J+1 tout le temps. Et donc, parfois, je regarde à 20 heures mes ventes, je me dis, aïe, 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 demain, c'est pas terrible. Mais le lendemain matin, quand on se lève, ben, s'il y a des commandes tout plein, ça a triplé sur la nuit. Donc, les gens attendent de plus en plus aussi un service J+1. Si pas on parle de J+2 heures ou 4 heures, ça devient quasiment impossible au niveau logistique à atteindre. Mais c'est un petit peu le Saint Graal. En tout cas, c'est une des attentes fortes des consommateurs. Est-ce qu'il y a une différence, du coup, dans ces attentes de consommateurs entre de l'ultra frais comme vous, Cotalos, ou comme les tartes de Françoise, et par contre, Xavier Le Balu, Alter Ego Design, on n'attend peut-être pas que ces chaises soient livrées le matin, le lendemain du matin. On veut bien, effectivement, on admet que le délai doit être court. On a vu aussi, on avait discuté, hein, qu'il y a eu une résilience et une compréhension des clients pendant le Covid sur des délais un petit peu plus longs. Par contre, vous avez dit, une fois que c'était déconfiné, là, c'était de nouveau, ils étaient tous au taquet. Elles sont où mes chaises? Vous pouvez nous en parler? Oui, clairement. Bah, alors, on n'a pas, nous, les mêmes problématiques que Thierry, puisqu'on ne vend pas du frais. Et effectivement, le fait de recevoir ces chaises ou de choisir ces chaises, c'est un achat qui est réfléchi et qui est rarement impulsif. Donc, on en a rarement besoin pour le lendemain. Toujours est-il qu'il ne faut quand même pas dépasser les 3-4 jours de délai, parce que sinon, ça commence à être un désavantage. Et clairement, pendant le confinement, ça n'a pas été évident, puisque je rejoins tout à fait ce qu'Anthony a pu nous expliquer sur le fait que les logisticiens ont tous réagi très différemment à la crise. Certains ont totalement arrêté leur service dans certains pays et pas dans d'autres. Ça a été très très compliqué de gérer la logistique pendant la crise.
surtout sur des produits qui sont relativement volumineux, parce que fatalement, une chaise, ça ne passe pas dans la boîte aux lettres. Mais les consommateurs ont été très, très compréhensifs pendant la partie la plus dure du confinement. Par après, ça a été relativement vite fini, puisqu'on nous voyait vite comme ceux qui utilisaient le Covid comme l'excuse pour justifier d'un retard, même si au fond, on sait que les chaînes logistiques ont mis relativement longtemps à se remettre à jour, parce qu'elles ont aussi observé une explosion de la demande e-commerce à tous les niveaux, et que la plupart des transporteurs n'avaient pas l'infrastructure ni même le personnel pour gérer cet énorme afflux de croissance des 3 mois qui ont suivi le confinement. Oui. Effectivement. Alors, quand on parle de ça, de logistique, on a aussi autour de la table des expériences très variées, puisque Cotalos, vous assumez vous-même tout le transport et la logistique. Tare-de-Françoise, vous m'avez partagé le fait que tout le monde y a mis du sien, les collaborateurs, vous-même d'ailleurs. Xavier, vous avez pris votre voiture et livré un week-end. On a chez, par contre, Monsieur Trapani, vous me disiez aussi que dans les chaussures Magnette Luxus, vous avez mobilisé énormément, ou en tout cas votre personnel était très mobilisé aussi pour assurer la fluidité des expéditions et des livraisons. Vous me disiez même que voilà, premier jour du confinement, il y avait encore des commandes en cours, il fallait bien les assurer. J'imagine aussi, Monsieur Le Balu, chez vous c'est pareil, vous aviez quand même des commandes en cours, les magasins étaient fermés, il a fallu gérer tout ça. Comment est-ce que dans ces bonnes pratiques, comment est-ce que, sachant qu'on l'a bien vu et assez vu aujourd'hui, on en parlait encore avec Anthony effectivement il y a quelques minutes, personne n'avait prévu ça, mais comment est-ce qu'on fait du coup et quelles sont peut-être les leçons qu'on tire de ce type d'expérience? Monsieur Trapani, je ne sais pas, je ne vous vois pas encore dans la petite fenêtre. En ce qui nous concerne, en tout cas, il a fallu la continuité de notre business. Et le premier défi, effectivement, auquel on a été confronté, c'est qu'on a chez nous ce qu'on appelle le pick-up in store, donc la possibilité de venir rechercher. Monsieur a un problème de micro. En magasin. Oui. On ne vous entend pas. On vous entend mal, Monsieur Trapani, effectivement. Peut-être vous rapprochez de votre micro. Est-ce que là, vous m'entendez mieux? Oui, vachement mieux là. Ok. Parfait. Donc, je disais, le premier défi auquel on a été confronté, c'était d'assurer effectivement la continuité de notre business. Et suite à l'arrêt, le tout premier défi, ça a été comment on fait ce qu'on appelle du pick-up in store et du ship from store. Il a fallu faire l'état des lieux de tout ce qui se trouvait en magasin et qui était prêt pour un enlèvement par les clients. Et puis le deuxième élément, c'était le ship from store, puisque nous livrons au départ d'une vingtaine de nos magasins. Il a fallu faire l'état des lieux des commandes qui étaient déjà prêtes à partir et de celles qui ne l'étaient pas, mais qui devaient être préparées. Faire l'état des lieux de tout ça, rapatrier l'ensemble et puis redispatcher tout ça vers les clients. Ça a été le premier point. Et ça a déjà été un défi important, évidemment, puisqu'il a fallu mobiliser un certain nombre de personnes. Et je dois dire très sincèrement, en interne, on a eu beaucoup d'agilité et beaucoup de réactivité du personnel. Ça nous a vraiment beaucoup aidé. Et puis, il a fallu se réinventer, ce que vous disiez tout à l'heure, cette capacité à évoluer dans un environnement changeant. Il a fallu réadapter nos process, puisque chez nous, la préparation des colis et de l'expédition se fait au départ des magasins. Et donc, à partir du moment où on n'a pas un stock spécialement centralisé, on a réadapté un petit peu l'ensemble en sélectionnant les magasins les plus importants pour nous, au départ desquels on gérait les commandes et les expéditions. On allait faire les préparations dans ces magasins-là, mais là encore, on a eu des district managers et tout un ensemble des équipes qui s'est rendu disponible et qui a vraiment joué le jeu et qui a été très active. Je voudrais juste rajouter par rapport à ça qu'on a aussi eu la souplesse des partenaires. C'est bien d'avoir cette possibilité de réagir en interne, mais on a eu, que ce soit des partenaires en termes de colisage, pour la livraison des cartons. Si on ne reçoit pas les cartons nécessaires pour répondre à la demande, pas possible de livrer. Même chose au niveau de Bipost. Nicolas Eloi le disait tout à l'heure, il est notre partenaire. On a eu la possibilité d'arrêter les enlèvements dans les différents points de vente et de les transférer sur uniquement les points de vente avec lesquels on avait décidé de travailler. Donc pour nous, sincèrement, une agilité en interne, une agilité avec les partenaires avec lesquels on travaillait était quelque chose de réellement très, très, très important. Et donc, je dirais vraiment que l'aspect logistique a été pour nous le point important. Tout à l'heure, Damien Jacob disait que c'est souvent le talon d'Achille. Je pense que quand on parle de l'entonnoir du parcours client, on est dans quelque chose qui existe déjà dans le monde offline. Dans un magasin,
le vendeur sait vendre, le commerçant sait comment faire pour aller jusqu'à la vente. Mais en général, dans le offline, à part pour la Redoute, dans le offline, ben, c'est le client qui repart avec sa marchandise. À partir du moment où on commence à faire de l'e-commerce, ben, tout cet aspect-là, qui est l'aspect logistique, et dont Damien Jacob dirait c'est le talon d'Achille, c'est peut-être parce que justement c'est quelque chose en tant que commerçant offline, on ne fait pas et auquel on doit s'adapter et pour lequel justement il faut prendre le temps de mettre ça en place parce que c'est sur ça qu'on va faire la différence. Le reste, la vente, c'est déjà ce qu'on fait et on doit être concurrentiel par rapport aux autres. Donc mettre en place quelque chose qu'on n'a pas l'habitude de faire, ça nécessite de prendre du temps et ça nécessite de le faire réellement en intégration avec ce qu'on a comme système. C'est ce que j'évoquais effectivement tout à l'heure avec la ciergerie de Lourdes, où je disais que la représentante marketing et commerciale disait avant le pèlerin allait à Lourdes, maintenant Lourdes ira au pèlerin en créant cet e-commerce, puisqu'ils n'ont pas du tout aujourd'hui de fréquentation et qu'ils doivent trouver un modèle quand même pour écouler leur cierge. Je voudrais avoir l'avis maintenant de justement Xavier Schoer et Thierry Depoit sur ces éléments logistiques, sur cette réorganisation, et on reviendra peut-être du coup chez Monsieur Le Balu. Et puis Sophie, j'aimerais bien que vous nous donniez un peu votre position à vous. Ça doit certainement être quelque chose de très récurrent aussi dans tout l'accompagnement que vous faites auprès des e-commerce. Xavier et Thierry, pour vous, la logistique, l'acheminement, je pense du coup, Xavier Schoer, chez vous aujourd'hui, vous avez carrément monté aussi votre système de transport, de livraison. Ce sont des étudiants, des camionnettes. Vous pouvez nous expliquer un peu ? Oui, donc on a dû vraiment repenser comme on a fermé nos magasins physiques, l'e-commerce était le seul point d'accès pour vendre nos produits, en tout cas pendant les premières semaines. On a dû trouver des solutions pour continuer à faire tourner la machine et les fours. Et donc, comme vous l'avez dit, on a testé sur un week-end, et pas seulement moi, on a pris nos voitures, il y avait le CEO, le CFO, donc certains clients étaient livrés par le directeur en personne pour tester un petit peu, voir si les clients étaient au rendez-vous. Et visiblement, ils y étaient et bien. Donc, on s'est réorganisé. Alors, dans un premier temps, étant donné que nos magasins étaient fermés, de nouveau sur base du volontariat, et ça vous l'avez déjà souligné, des personnes qui travaillaient d'habitude en magasin se sont portées volontaires pour s'occuper des livraisons, dans un premier temps avec leur propre voiture. Et puis, étant donné qu'on avait une gamme limitée, comme on pouvait se contenter de véhicules personnels. Une fois qu'on a élargi la gamme, qu'on avait des tartes fraîches, il y a des tartes qu'on peut garder en tempéré, d'autres en frais. Une fois qu'on a remis du frais, il fallait des camions réfrigérés, etc. Donc là, on a trouvé des partenaires. On n'a pas acheté 5 camionnettes d'un coup. On a trouvé des camionnettes à louer. On a trouvé du personnel. Et effectivement, il a fallu quelqu'un qui gère tout ce petit monde-là et toute cette logistique. Donc, effectivement, on a dû créer un département qui est représenté par une personne, mais un département en quelques semaines, quoi. Chez Cotalos, comment ça s'est fait ? Vous aviez déjà, votre réseau, vous aviez testé le transport par vous-même, vous aviez essayé de le confier à l'extérieur, vous l'avez repris aujourd'hui. Est-ce que du coup, avec la crise et avec ces derniers mois, vous avez changé de modèle, vous continuez comme vous l'aviez déjà fait ? Non, tout à fait, révolution totale aussi. Voilà, je me souviens d'un samedi en particulier au début du confinement. Des clients venaient chercher des commandes en ligne et ils ont dû attendre 2 heures pour recevoir leurs commandes en ligne, tellement il y avait du monde, il y avait des gens qui attendaient. Et ce jour-là, je me suis dit, ça ne va pas être possible de faire les deux, la boutique et la vente en ligne et gérer des clients comptoirs. C'est juste plus possible. Et donc là, j'ai décidé carrément de fermer la boutique de façon volontaire et de mettre tout mon personnel, plus encore beaucoup d'intérimaires à ce moment-là, uniquement sur la préparation des commandes en ligne. Avant, j'envoyais en colis réfrigérés, parfois par Bipost et par Chronofresh en France, ce que j'ai arrêté aussi parce que là aussi, il a fallu une grande agilité et préparer des commandes presque jour et nuit. Au niveau des transporteurs, la logistique, et même les frais de transport auraient complètement explosé. Et donc, j'ai mis aussi une flotte de camionnettes en route, en interne également, en louant des camionnettes, etc. Apparemment, comme chez les Terres de Françoise, on aurait dû les louer ensemble. Pour arriver à livrer tout le monde, et ça a été la folie totale pendant 3 mois, vraiment au jour le jour. D'où aussi cette idée de distributeur après, en disant voilà,
parce que laisser du personnel jusqu'à 20h, 21h, c'est quand même compliqué pour l'enlèvement des commandes. Donc, d'où cette idée de mettre des distributeurs automatiques, dont je suis très satisfait maintenant. Et pour ma part, au moment du déconfinement, j'ai décidé de ne pas rouvrir ma boutique. C'est un peu, voilà, c'est un peu un pari. Enfin, c'est pas un pari, c'est une conséquence que j'aurais pas du tout prévue avant le confinement. Mais voilà, je me suis rendu compte que travailler que sur commande pour nous au niveau de la logistique du frais et des stocks, etc., c'était vraiment super optimal. De l'organisation du personnel aussi. Et donc, pour l'instant, je ne travaille, enfin, je continue, je tiens bon. Je me suis donné au moins jusqu'à Noël en disant, voilà, on n'ouvre plus la boutique et on va voir comment ça fonctionne jusque-là. Réduire les zones de chalandise, ça a été aussi une question pour beaucoup de monde. Monsieur Trapani, chez vous, de toute façon, puisqu'on a d'abord fermé les magasins, et puis après, ça a été plutôt de travailler avec des stocks de certains magasins. Monsieur Schoer aussi, vous deviez choisir, est-ce qu'on livre à Anvers, à Gand, à Bruxelles, à Namur, jusqu'où on va, jusqu'où on met aussi chez les partenaires. Monsieur Le Ballu, je ne me souviens plus dans la discussion que nous avions, vu quels étaient les enjeux à ce niveau-là. Peut-être vous pouvez nous partager votre expérience. Sur les zones géographiques? Oui. Voilà, il n'y avait pas de modification particulière à ce niveau-là. Moi, je voulais juste revenir sur ce que Michel avait dit par rapport à l'e-commerce et à la logistique. Et effectivement, nous qui avons les deux, nous, on a eu un parcours un peu particulier puisqu'on a démarré en e-commerce en 2006, c'était sur eBay. Et puis ensuite, on est devenu un modèle Figital à partir de 2010, puisque là, on a ouvert plusieurs boutiques, on en a maintenant 5. On les vit vraiment comme des showrooms du point de vente, des showrooms du site web, pardon. Donc, on reste complètement digital. Et je voulais rebondir sur l'aspect de la logistique, parce qu'effectivement, le métier d'e-commerçant est beaucoup plus complexe que celui de commerçant traditionnel, parce qu'il y a tout l'aspect de la livraison qu'on doit prendre en charge, et c'est quasiment toujours là que soit ça se passe pas bien, soit ça coûte trop cher, soit il y a des challenges les plus complexes. Et c'est vraiment un aspect, en tout cas, si on doit parler à ceux qui souhaitent aujourd'hui se lancer ou qui veulent optimiser leur fonctionnement, c'est vraiment l'aspect qui doit concentrer quasiment tous les efforts, parce que c'est vraiment le plus difficile à mettre en œuvre. Désolé, je n'ai pas de réponse par rapport à la géographie, parce que nous, on est sur le Benelux et la France, et on a rien à changer par rapport à ça. Sinon, oui, rapidement, sur les deux cibles de clientèle, pendant le confinement, c'était diamétralement opposé, puisque les particuliers en général, le problème des particuliers, c'est qu'ils ne sont pas à domicile pendant les heures où les transporteurs se présentent. Ça, évidemment, pendant le confinement, c'était résolu. Ils étaient tous là. Mais à l'inverse, toutes les entreprises étaient fermées. Donc, il y avait tout le challenge des commandes qui étaient déjà parties avant que les entreprises ne ferment, qui étaient en route, qui étaient systématiquement invrables parce qu'entreprise fermée. Et le challenge d'également repasser sur toutes les commandes en attente d'expédition qui avaient une adresse d'entreprise à livrer, et il faut encore les détecter pour pouvoir communiquer avec le client, trouver des solutions pour éviter de se retrouver face à un volet fermé. On était même à un moment où les transporteurs, quand ils voyaient le nom d'une entreprise, nous retournaient d'office le colis, sachant qu'ils seraient de toute façon incapables de livrer. Ils ne voulaient même pas perdre le temps d'essayer de le faire. Sophie, quel est votre retour sur, on voit, la logistique, c'est quand même un gros morceau. Damien disait tout à l'heure, il y en a qui croient que du coup, le dropshipping, c'est super parce que c'est le problème de quelqu'un d'autre et pas le nôtre. Votre retour là-dessus? Et je pense qu'il faut être honnête. Le e-commerce, il est là, on ne peut pas le dénier, mais il doit être durable. On peut pas, les deux doivent être compatibles parce qu'autrement, il n'y a pas de futur pour le e-commerce. Le e-commerce doit être vraiment durable, doit être vert. Et là, on peut dire qu'il y a vraiment une tendance chez le consommateur qui se rend finalement compte. Et je pense pour tout le secteur, et ça veut dire les consommateurs ensemble avec les webshops, il faut créer plus d'une conscience auprès du consommateur, et il faut lui demander aussi un effort lui-même. Et je pense, par exemple, on a plusieurs actions. Il y a Bipost qui a ouvert des boîtes à malines, ou un peu comme l'idée de Cotalos, si je comprends bien, mais pas évidemment frais, mais que les clients doivent comme venir chercher lui-même son paquet dans un box. Et donc finalement là, la responsabilité est shiftée et bougée auprès du consommateur qui doit venir chercher son paquet. La même chose avec, je parle d'un autre UPS qui travaille vraiment avec the point of sales, et là, il travaille avec beaucoup de petits distributeurs qui vendent des journaux, des petits commerçants en ville,
qui ont payé qui ont de l'espace extra et qui peut garder des paquets pendant la journée et que les clients viennent le chercher lui-même. Et donc, je pense que c'est déjà deux moyens. Et par exemple, il y en a plusieurs. UPS travaille aussi avec des bicyclettes. Je pense un opérateur comme Deliveroo, ben, c'est tous avec des bicyclettes. Et donc, je pense vraiment, là, le client se rend compte, le consommateur se rend compte qu'il faut faire un effort lui-même. Et je pense le modèle de retour, ça, les e-commerce, il faut finalement... Ça a été au début très important pour vendre ce nouveau business model, dans ce sens, voilà, si tu n'aimes pas, tu peux retourner gratuitement, mais c'est un modèle qui n'est pas faisable à long terme, hein, qui n'est pas rendable à long terme. C'est pas bien pour le milieu, ça coûte trop cher, et finalement, ça donne une culture de gaspillage, hein, qu'on commande Mhm. et qu'on retourne. Et donc, ça, je pense, l'e-commerce devient de plus en plus mature, le consommateur devient plus mature et les entrepreneurs se rendent aussi compte, ils ont développé finalement, trouvé une stratégie qui est plus rendable et que voilà, il faut mettre les frais aussi où ils doivent être payés, hein. Donc, Mhm. mais on voit dans la logistique beaucoup des innovations. Avec, aux Pays-Bas, ils ont une app. Et nous, avec BigCommerce, on est en train de calculer, de regarder avec les instances Wallonne et Flandre, de regarder si on peut d'une autre façon l'implémenter ici en Belgique, mais ils ont une app pour calculer le CO2 exit. Donc, avec Mhm. chaque commande, donc si moi, comme consommateur, achète un paquet online, ben, le webshop va savoir comment ça coûte, s'il sera là livré, par exemple, le lendemain, ou il soit livré dans 2 jours ou 3 jours. Et donc, ça rend, c'est très important qu'on se rende compte, hein. Et oui, si on veut avoir un paquet le même jour, oui, ça doit être faisable, hein. Le client est dans le site, il est king, mais il doit être capable, il doit être alors apte à payer pour ça. Il doit être prêt à payer plus, hein. Et il doit savoir s'il veut avoir le même jour, que ça va avoir un effet plus élevé pour le CO2. Et donc, ça, ce sont des choses, ces innovations qui sont hyper importantes pour les deux, pour le consommateur et pour le webshop, et qu'ensemble, on doit aller dans une direction plus verte. D'accord. Mais donc, oui, plein Alors, c'est encore, d'innovations. les challenges ne sont pas les mêmes forcément quand c'est l'ultra frais, hein. On ne pourra pas dire effectivement chez Cotalos ou chez Tarte de Françoise, oh ben non, moi je suis super carbone, donc si tu me la livres dans 3 jours, ma tarte, il n'y a pas de problème. Sauf quand c'est une box, puisque effectivement chez Tarte de Françoise, ils ont encore plus engagé le consommateur que jamais, puisque le consommateur aujourd'hui, il fait ses tartes lui-même. Vous Oui. nous en parlerez dans quelques minutes, sans doute, Xavier. Ce qui est intéressant aussi, c'est de voir que donc, ce que vous dites au fond, Sophie, c'est que c'est une responsabilité partagée. On peut Absolument. aujourd'hui, cette idée, hein, ce fusible du CO2 et de la consommation énergétique ou de la trace carbone, ce serait aussi peut-être un excellent incentive pour relocaliser un petit peu le commerce, acheter chez nous et moins à l'étranger. Parce que quand on voit les grands gagnants quand même de la crise, ça a été effectivement Bol, ça a été du Wish, ça a été du Amazon, et que l'e-commerce local, ben lui, il a besoin d'être soutenu quand même. Si vous écoutiez, si vous aviez été dans ma discussion avec Thierry Depeut avant notre table ronde, Thierry disait carrément, de toute façon, on est cramé, Amazon est là, il va tous nous bouffer. Non? Vous disiez ça, Thierry, quand même. Pas l'alimentaire, mais je ne sais pas, il y a quand même beaucoup de domaines qui commencent à être en difficulté. Il n'y a pas que Amazon, mais Oui, c'est évidemment, je dans le physique. caricature. On est En tout cas, d'accord, je caricature. en tout cas Ouais. des commerces purement physiques sont quand même de plus en plus en difficulté à cause de l'e-commerce de façon générale, et Amazon accentue, ou du moins est la lanterne rouge ou le truc qui Oui. ressort le plus. Oui, après, je pense que des optiques, justement, comme Sophie partage ici, de se dire, tiens, on a des apps, on a des moyens de responsabiliser le consommateur, de responsabiliser aussi l'e-commerçant, ce sont des voies qui vont nous permettre, du coup, de gagner quand même des positions et de stabiliser. Qu'est-ce que vous en pensez, Michel et Xavier? Et les deux Xavier d'ailleurs, hein, puisque, alors Xavier Chever, vous êtes moins concerné, vous, par cette problématique d'Amazon sans doute, mais Xavier Le Balu et puis Michel Trapani, vous y êtes en plein dedans là.
Chez nous, on a une responsabilité sociétale et environnementale. On avait commencé avant la crise du Covid le calcul de notre empreinte carbone et on avait lancé toute une série de workshops au sein de l'entreprise pour voir comment on allait pouvoir compenser ça. Il se fait que malheureusement, le Covid a coupé court à nos workshops et je pense que ça va reprendre incessamment sous peu, mais on est très attentif à ça. Je rejoins Sophie en ce sens que oui, on peut informer ou former, essayer de former le consommateur. Néanmoins, aujourd'hui, c'est malheureusement lui qui dicte et c'est lui qui choisit. Donc, on doit pouvoir, malgré tout, continuer à faire de la logistique sur base de ses attentes. Mais je suis d'accord sur l'idée qu'effectivement, c'est à nous d'essayer d'insuffler de nouvelles choses. Nous, on a commencé à travailler avec une société en Belgique qui s'appelle Itchers et qui est une société oui, je connais très bien. Ils ont gagné un prix l'année passée. Oui. Voilà. Et eux, plutôt que de générer de nouveaux trafics, ils utilisent le trafic existant pour transporter un colis d'un endroit à un autre. Donc, ce sont des pistes que nous avons commencé à creuser et à mettre en évidence. Malheureusement, voilà, le Covid n'a sûrement pas favorisé ça, puisque utiliser le trafic existant pendant le Covid, il n'y en avait plus beaucoup. Et donc, voilà, on est passé à d'autres choses. Mais effectivement, je pense que c'est de notre responsabilité aussi d'essayer de former et d'informer les utilisateurs et les consommateurs par rapport à ça. Xavier Le Ballu. Tout à fait d'accord. Nous, c'est d'autant plus vrai qu'on est sur du produit très volumineux, en tout cas très volumineux par rapport à sa valeur, puisque pour deux chaises standards, on va être à peut-être 200 €, mais on va vite être à un demi-mètre cube à transporter, ce qui est vraiment énorme d'un point de vue écologique. C'est d'ailleurs pour ça qu'on a une stratégie Figital et les points de vente, qui sont des showrooms qui permettent de montrer, toucher et tester les produits, sont aussi des points retrait, ce qui de nouveau est moins consommateur de ressources et génère moins de trafic, puisqu'on permet d'attaquer la problématique du dernier kilomètre. C'est le client qui vient chercher lui-même en magasin. Mais il est clair qu'il y a une responsabilité environnementale qui est grande dans l'e-commerce. Moi, je suis assez étonné et même révolté que aussi bien les associations de consommateurs que les politiques au sens large ne rebondissent pas sur le sujet des retours gratuits, qui deviennent quelque chose de quasiment uniforme en Europe. En tout cas, les grosses structures le mettent très très fort en avant. Et le retour gratuit, on le sait, chez Zalendo, on a un taux de retour, je pense, de 50 ou 60%, que Michel m'arrête si je me trompe, mais je crois que c'est dans cette zone-là. Nous, on a un concurrent dans l'e-commerce qui sont des Allemands, qui s'appelle Home24, qui font également du retour gratuit dans le meuble. Je vous laisse imaginer l'empreinte digitale que ça peut avoir. Et je suis vraiment étonné que les associations de consommateurs, et elles ont un rôle à jouer là-dedans, continuent à défendre bec et ongle le droit du consommateur à annuler son achat quand il le veut, à changer d'avis, à tout retourner, à être intégralement remboursé, alors qu'au fond, c'est là une des grosses sources de problématiques environnementales et de congestion. Je dirais peut-être une erreur dans les chiffres, et le monsieur de Bipost n'est pas là pour me corriger, mais je pense qu'un colis sur 3 en circulation sur nos routes, dans les camions et les camionnettes, est un retour. Vous imaginez, si on pouvait agir sur ça, la décongestion qu'on pourrait mettre en place. Mais on est, nous, en tant que petits e-commerçants, à part notre capacité à informer, à sensibiliser, on est fort impuissants, parce que ceux qui dictent les lois de l'e-commerce aujourd'hui, ce sont les très gros e-commerçants. On doit trouver des moyens de se différencier, mais on peut difficilement lutter contre les habitudes et les attentes du consommateur. Effectivement. Alors, ce qui m'intéresse aussi dans les partages qu'on a là, c'est vous parliez, Michel, de workshops que vous avez fait. Anthony parlait des startups, de nombreuses startups qui sont allées voir. Sophie, vous parliez de Itchers qui a reçu un prix l'année dernière. Donc, il y a quand même beaucoup de recherche, d'innovation, ce mode laboratoire. Xavier Schoer, je voudrais aussi évoquer ce que nous avons partagé. Juste avant le confinement, vous étiez vous aussi en mode workshop sur de l'agilité, sur du disruptif. Et ça vous a bien... on va dire, lancé du coup sur ce confinement parce que vous avez continué sur ce workshop pour pratiquer et pour concrètement amener de l'innovation. Vous pouvez nous en parler? Oui, donc ça tombait à pic, ce workshop sur la disruption. Et donc, on a autant analysé un petit peu les pure players qui sont arrivés en quelques années et qui ont bouleversé le marché. Sur base de, justement, en disruptant certaines attitudes des consommateurs. Bon, je pense à des gros acteurs comme Uber ou Deliveroo, enfin, je parle dans l'alimentaire en tout cas. Il y a aussi des exemples intéressants
sur Paris ou Londres. Je n'ai plus les noms en tête, mais voilà, donc on a eu tout ce travail d'analyse et de présentation qui était très intéressant, mais au-delà de ça, on devait aussi réfléchir de notre côté, par petits groupes, à comment faire évoluer les tartes de Françoise dans un avenir très proche, puisque on l'a aussi vu, bon, alors MediaMarkt n'est pas encore trop en danger, mais ils commencent à être en danger par des acteurs comme Bol.com ou Coolblue, mais qui sont des pure players et qu'on regardait du coin de l'œil en disant c'est qui ces petits joueurs, on n'a pas peur d'eux, alors qu'ils ont eu tort et ils vont s'en mordre les doigts. Et on ne voulait pas être dans la même position, donc autant essayer d'avoir un pion en avance sur l'échiquier et réfléchir à comment disrupter le marché, quitte à complètement revoir notre offre. Et c'est ici on est en plein exercice, on va sortir très prochainement un nouveau produit qui n'est pas une tarte qu'on ne pourra pas manger tout de suite, mais qui est une box. Bon, alors on n'est pas l'inventeur de la box recette, mais voilà, on sort un peu des sentiers battus de ce qu'on proposait, de ce qu'on propose actuellement aux clients, qui est des tartes toutes faites, fraîchement préparées. Là, on leur donne une box avec les ingrédients principaux et ils peuvent la faire à la maison. Bon, l'avantage, c'est que on peut très bien l'envoyer autant en Chine qu'à Bruxelles. Donc, comme c'est des produits secs, ça a un potentiel d'exponentiabilité assez intéressant. C'est pour ça qu'on va tester ce produit très rapidement. Là, il est en cours de préparation. Et alors aussi facilement. Oui, dites-moi. Au niveau de la livraison, ça change aussi complètement pour nous. On n'est plus dans l'ultra frais. On a plus de délai à ce niveau-là. Exact, effectivement. Voilà. Alors, c'est intéressant. Je voudrais vous partager les résultats d'un sondage qu'on a lancé là pendant qu'on discutait sur cette première moitié. Alors, le voici, ce sondage. Vous le voyez sans doute à votre écran. Je vais vous le partager avec les participants à la table ronde. Donc, la question était: quelle stratégie avez-vous adoptée, amplifiée depuis le début de la Covid-19? C'est un choix multiple. Première proposition, communication sur la homepage de mon site web. Deuxième proposition, optimisation du cross-selling, création de bundles, de nouvelles gammes, davantage, en troisième proposition, davantage d'animation commerciale en lien avec le contexte, espace télétravail, bien-être à la maison, des sortes d'animation e-commerce sur le site, suivi, optimisation du ranking produit. Sophie évoquait Nike qui, parce qu'une chaussure en particulier avait beaucoup de succès sur l'e-commerce, boum, on la mettait de nouveau du coup plus en exergue dans le physique et ça boostait également les ventes du digital. Et dernière proposition, c'était création de nouveaux produits, de nouveaux services vendus. C'est ce que vous avez fait, Xavier Schoer, chez Tartes de Françoise. C'est ce que vous avez fait aussi, Thierry, chez Cotalos. Alors, donc, on voit quoi? On voit que dans l'Assemblée, on a en premier élément, évidemment, et en première stratégie, communication sur la homepage du site Internet. Je pense que ça, c'était un indispensable. En deuxième proposition, sont à égalité davantage d'animation commerciale en lien avec le contexte et création de nouveaux produits, services vendus. Je voudrais vos retours d'expérience, Michel, vous, entre l'animation commerciale, plus d'animation commerciale, création de nouveaux produits. Je pense qu'on était plus chez vous dans plus d'animation commerciale, beaucoup de liens avec vos clients. Je pense aussi, si je ne m'abuse, que vous avez remercié vos clients avec un bon d'achat. Je pense aussi que vous avez constaté que les dépenses en chaussures d'enfants ont été plus importantes que par ailleurs. Vous pouvez nous faire un retour là-dessus? Effectivement, la première chose qu'on a fait, c'est effectivement de communiquer par rapport au fait qu'on était une entreprise belge et plus particulièrement wallonne, et que c'est vrai que le soutien de nos clients et de nouveaux consommateurs était pour nous important pour pouvoir garder la tête hors de l'eau. Ça s'est vraiment bien passé. On a communiqué sur le fait qu'on pouvait donner du support aussi téléphonique, donc on a vraiment un service clientèle qui a fonctionné aussi full-time et qui a été très productif parce qu'on a accompagné beaucoup de nouveaux consommateurs qui n'avaient jamais passé le pas. Et donc là, on a vraiment senti cette transition des personnes qui avaient l'habitude d'aller en magasin et qui sont venues sur le site e-commerce pour la première fois et qui, pour
un certain nombre de raisons, n'ont pas trouvé le mode de fonctionnement évident et qu'on a accompagné et qui ont créé des comptes et qui ont été assez satisfaits de ce que ça a donné. Et puis, on a décidé très vite aussi de mettre en place un bon de remerciement pour toute personne qui avait acheté sur le site en rajoutant un bon et une lettre de remerciement signée par la CEO de l'entreprise, Alison van der Planck, pour remercier vraiment 1000 fois merci aux utilisateurs d'avoir acheté et de nous avoir aidés dans cette période difficile. Donc effectivement, la communication et le service et le support clientèle a été quelque chose qu'on a vraiment mis en avant pendant cette période-là. Xavier Le Balue, vous avez joué, j'imagine, vous, en animation commerciale sur le côté télétravail, bien-être à la maison, pour rester du coup aussi, vous, très très fort dans la relation client. Oui, clairement. Dans la communication, il est clair que, comme pour les clients de la Redoute, beaucoup de nos clients ont eu besoin de mobilier de bureau pour installer à leur domicile. Et au-delà de ça, on a voulu, mais ça on le faisait déjà avant, on l'a juste amplifié pendant le confinement, on a voulu aller plus loin encore dans la personnalisation du contact client via un système notamment de chat sur le site web. Donc pendant la journée, de 9h à 19h, on a des conseillers qui sont disponibles pour chatter en direct avec les clients, ce qui était encore beaucoup plus utilisé pendant le confinement, même si on restait disponible par téléphone. Et alors en soirée, ça se passe par Messenger. Là, c'est un petit pop-up Messenger qui se propose sur le site web et qui permet aux clients de nous laisser un message via l'application de messagerie auquel on répondra dès le lendemain. Donc on a vraiment été dans une stratégie de proximité, de dialogue, de service, un petit peu comme ils ont pu le faire dans l'entreprise de Michel, puisque l'objectif est de montrer qu'on est belge, on est wallon, on n'est pas un service client sous-traité en Inde et on est accessible, contrairement à ce qui peut se passer chez Amazon, où il n'y a personne pour répondre au téléphone. Nous, on peut nous appeler, on peut nous demander des conseils. Nos bureaux sont à côté d'un de nos showrooms, ce qui implique qu'on peut même aller avec notre smartphone, prendre des photos directement dans le magasin et les envoyer aux clients si elles le souhaitent. Donc, on est vraiment dans la proximité digitale le plus possible. Oui, d'accord. Alors, je voudrais revenir sur cette question. On parlait tout à l'heure de bouche à oreille. On parle beaucoup ici de proximité client, de relation client. Xavier Schoer, je pense que là, vous avez lancé un concours aussi. Vous avez partagé les recettes de vos tartes avec vos clients sur Facebook notamment, où on voit dans le suivi de l'animation Facebook, les gens qui disent « Oh, elle est où la recette du moelleux ?» Ah ben, tu la reverras plus tard parce que là, elle était derrière, elle est partie. Donc, on a vu comme ça que ça créait sans doute aussi de la proximité. On voit que ces animations e-commerce de promotion, de bons de remerciement fonctionnent également. Ça, c'est les clients. Maintenant, comment est-ce qu'on fait en stratégie d'attribution entre attirer de nouveaux clients et fidéliser les clients existants? Xavier, vous évoquiez, effectivement le fait que vous avez aussi beaucoup augmenté vos ventes en ligne. Votre e-commerce, il existe depuis 2003. Vous avez lancé une nouvelle version là en juin dernier. Michel Trapani, chez vous aussi, les ventes ont explosé en ligne quand même par rapport à ce que vous aviez l'année dernière. Comment est-ce qu'on fait dans ces situations-là où on est donc en changement de paradigme complet, énormément de ventes en plus pour gérer justement l'après et se dire il faut leur mettre à la patte le fil à ses clients. Il faut fidéliser, mais il faut aussi toujours continuer à acquérir des clients. Comment est-ce qu'on trouve l'équilibre? Xavier Schoer, peut-être? Je vais revenir sur le fait du partage. Bon, déjà, c'est notre signature, c'est le bonheur, ça se partage. Donc, il fallait qu'on continue à partager ce bonheur qu'on a à faire des tartes, même si on le faisait plus, on le faisait faire par nos clients et on a partagé ces vidéos. Alors, c'était impensable juste avant le Covid de partager des recettes. Et au final, ça m'a rappelé un bouquin que j'ai lu il y a quand même pas mal de temps et qui est la stratégie de Google. Au final, Google, c'est énormément d'outils gratuits disponibles pour tout le monde. Mais au final, derrière Google, voilà, ils ont récolté une série c'est du big data et ils les utilisent après pour les monétiser. Donc le fait de partager son savoir, ses techniques, il ne faut pas avoir peur de ça, en tout cas. Il faut bien le faire, mais il ne faut pas avoir peur de ça. Et chez nous, ça a permis effectivement d'augmenter le nombre de fans sur les réseaux sociaux, d'acquérir de nouvelles données, de nouvelles data. Et on sait que des emails à l'heure actuelle, ça a énormément de valeur parce qu'après, on peut retargeter des
des messages à ses clients. On peut suivre, voir s'ils sont déjà venus chez nous, etc. Pardon? Non, non, je ne disais Ah, rien. Je pense qu'il y a eu un bruit. Ne vous inquiétez pas. un écho, oui, c'est moi-même que j'entendais. D'accord. Donc voilà, cette stratégie de partage a été payante pour nous. Et c'est vrai que le nombre de commandes, alors il y a eu un glissement entre les commandes téléphoniques qui se faisaient avant l'atelier, maintenant elles se font de manière digitale. Et on a aussi augmenté l'expérience en ligne et on va chercher, on essaie de fidéliser les clients qui ont au moins une commande en leur prouvant l'avantage de payer de commande. Alors maintenant, ils peuvent commander en temps réel sur les stocks existants, mais ils peuvent aussi commander en J-1 et ils sont sûrs d'avoir leur tarte. Quand on se pointe au magasin, on n'a plus que ce qu'il y a en comptoir et ça peut frustrer les gens. Donc voilà, on leur démontre l'avantage des commandes en digital. Ils sont sûrs d'avoir leur produit. Enfin, si tout se passe bien, ça peut arriver d'avoir des petits soucis, mais voilà. C'est le désavantage, les surprises de l'ultra frais, de l'artisanal. Oui. Mais donc voilà, c'est garder le contact avec les clients et leur offrir beaucoup. Ça a de la valeur. Oui. Est-ce que, Thierry, vous évoquiez tout à l'heure le bouche à oreille, est-ce que c'est pas ça aussi une des solutions pour du coup travailler sur l'attribution plutôt que la fidélisation ou l'acquisition, le bouche à oreille, que ce serait un excellent, et les ambassadeurs, un excellent moyen justement d'associer les deux, acquisition et fidélisation? Je pense que c'est la satisfaction client dans le sens large du terme qui fait aller tout, qui fait les recommandations, qui fait le bouche à oreille, qui fait les commentaires sur les pages des réseaux sociaux. Il faut arriver à créer le dialogue, en tout cas avec le client. Ce qui n'a pas été facile en temps, et particulièrement pour nous, je sais, dans notre entreprise pendant le Covid, parce que comme on a triplé nos ventes, il a déjà fallu passer de 200 commandes par jour à 600 par jour. La priorité n'était pas du tout aux data, ni à la fidélisation, ni à rien du tout. C'était juste arriver à tout préparer en temps et en heure et à livrer tout le monde. Ça a déjà été pas mal du tout. Je me suis rendu compte, le pire, c'est que j'ai changé de plateforme e-commerce pendant le confinement ou juste en sortie de confinement, parce qu'avec cette augmentation de commandes, je me suis rendu compte de plein d'éléments qui étaient bloquants sur notre ancien site. Et donc, je n'ai pas encore du tout réfléchi à la fidélisation, à tous ces éléments-là pour l'avenir. Pour l'instant, on fournit nos clients. Pour l'instant, les ventes se stabilisent, mais plus hautes qu'avant. Et c'est très, très bien comme ça pour l'instant. J'ai toujours une clientèle assez fidèle, mais on a quand même remarqué avec le confinement que les gens, il y a eu des nouveaux clients, on a perdu des anciens clients. Xavier parlait du téléphone. Moi, j'ai carrément clôturé mon téléphone pendant quelques semaines, je pense. J'ai carrément coupé la ligne parce que c'était ingérable, ça sonnait 24/24. C'est quelque chose à ne pas faire, mais bon, à un moment donné, on peut pas payer 2 personnes pour répondre au téléphone toute la journée. Et on en était là à ce moment-là. Moi, j'ai vraiment perdu des clients à cause du manque de suivi clientèle, clairement, du manque de communication. Mais bon, voilà, on a fait ce qu'on a pu. Exactement, on a fait ce qu'on a Donc, je pu. commence à réfléchir maintenant sérieusement à refidéliser ces gens ou à les retrouver en tout cas. Voilà, mais donc on y revient quand même. C'est vrai que la fidélisation, on ne peut pas s'en passer. Après, comme vous dites, voilà, on ne peut pas être toujours au four et au moulin. Je voudrais revenir sur cette histoire des avis clients, sur cette histoire de satisfaction, justement. Sophie, quand on a échangé dans la préparation de cette table ronde, je vous demandais pour vous, c'est quoi les 3 critères de qualité d'un e-commerce ou qui vont susciter de la conversion, qui vont susciter de la confiance. Et vous me disiez la preuve sociale, les avis vérifiés, les outils qui permettent d'attester de la sécurité, de la crédibilité de l'e-commerce. Est-ce que c'est la première base, effectivement, déjà pour attirer des prospects, pour fidéliser les clients? C'est bien communiquer sur les conditions de livraison, les changements dans les conditions de livraison, les changements dans la stratégie? Dites-moi. Je pense, pour répondre à votre question et aussi à celle de Thierry, je pense la fidélisation fait partie de l'opération de sécurité, évidemment. Mais pour revenir à la remarque de Thierry, la fidélisation, il y a des entreprises qui ne font que ça. Et tu as l'app de Join, G-O-Y-N, tu peux, n'importe qui e-commerçant peut la plugin dans son webshop et chaque client
peut tout de suite faire un scan et ça collective les points. Et donc, même dans le e-commerce, il y a plein de tous les instruments oui, pour créer la fidélisation, pour remercier les clients pour revenir et pour donner un incentive. Hein. Ça, c'est une chose. Et toutes ces cartes physiques qu'on avait avant dans notre portefeuille, ben, ça disparaît. Il faut que l'entrepreneur s'engage pour digitaliser ça et ça rend la vie du consommateur beaucoup plus facile. Comme ça, il ne doit plus s'occuper des cartes et comme ça, ce n'est pas lui qui doit garder toutes ces données. Les données sont chez l'entrepreneur et c'est dans son intérêt évidemment de les garder. Mais en effet, si on veut garder les clients au long terme, le numéro 1, ce qu'un consommateur trouve le plus important d'un webshop, c'est en effet la sécurité. C'est hyper important et c'est ce que nous, on fait aussi avec BigCommerce. Hein. Michel, vous êtes membre de BigCommerce, donc Oui. vous pouvez prouver. Donc, chaque 6 mois, nous, on fait une sorte de hacking des webshops pour voir est-ce qu'ils sont encore sûrs parce que la technologie change tout le temps. Et en effet, c'est le numéro 1, ce que le consommateur trouve important, est-ce que la sécurité est là. La sécurité joue dans le domaine de privacy, finalement. Hein. La data que moi, je donne, est-ce qu'il va être sûr hein, parce que je commande online, ma carte de crédit est online, ou ma carte de débit est online, mon PayPal, mon nom, mon adresse. Comment est-ce que la compagnie gère cette data? Et donc, ça, c'est absolument le numéro 1. Un des autres éléments était évidemment aussi et ça, on revient avec la discussion sur la fidélisation et l'argument de bouche à l'oreille, mais on a exactement l'équivalent en e-commerce, c'est le peer review, hein, c'est le jugement de ton voisin ou de La preuve sociale. ton professeur, hein, L'avis. c'est la sociale. Et là, à nouveau, tu en as plusieurs moyens, tu en as des compagnies qui sont spécialisées sur ça, comme Trustpilot, mais si tu as développé ton propre webshop, tu peux inclure ça dans ton développement de ton webshop, voilà. Et comme ça, tu gères toi-même la data des clients. Ça, c'est pro et c'est contra, parce que si tu es sur une plateforme, par exemple, de Trustpilot, ben, tu peux voir, là, c'est vraiment magnifique, tu peux comparer ton critique avec ton concurrent. Et par exemple, je donne un exemple, 2 grands joueurs de logistique sont sur Trustpilot, ben, il faut regarder sur l'un l'autre quelles sont les complaintes des autres parce que sur les complaintes des autres, moi, je peux me profiler et je peux faire la différence. Et donc, ça donne un avantage aussi de travailler avec une compagnie externe comme Trustpilot ou voilà, qui gère, qui est spécialisée dans cette rating and review, comme on dit ça en français, dans cette Le rating et le review, on dit pareil. voilà, donc dans cette commentaire de jugement. Le bouge à l'oreille, c'est exactement, moi je dirais le bouge à l'oreille, Thierry, c'est exactement ça. C'est au lieu de dire ça oralement, on va le retrouver dans le shop et on peut voir quelqu'un qui dit ah, voilà, je n'étais pas contente avec ce shop parce que j'ai commandé quelque chose et on m'a envoyé un paquet mauvais et ça peut se passer une fois, mais si ça se passe 10 fois, toi, consommateur, tu vas dire quand même, je vais quand même regarder un autre webshop qui a peut-être plus de commentaires positifs. Donc, on peut dire que le bouge à l'oreille, ça reste évidemment super important pour des magasins physiques et en général. À nouveau, je dirais un exemple de Katuna, si ils dépensent rien sur marketing parce que pour eux, toujours sur bouche à l'oreille. Ils veulent vraiment avoir du feedback de leurs clients et chaque client qui est satisfait va amener un autre client. Mais dans le e-commerce, on peut vraiment dire que cette bouche à l'oreille, ça peut être remplacé et ça est remplacé par le jugement Par le review, de par les critique. avis Et par vérifiés. exemple, nous, tous les webshops qui sont certifiés par BigCommerce, qui ont un label de confiance, ils sont obligés à avoir un rating and review. Parce que dans le e-commerce, c'est hyper important. Nous, on reconnaît, et ce n'est pas seulement important pour le consommateur d'avoir cet espace où il peut dire que si c'est bon, mais aussi qu'il peut dire que ce n'est pas beau, mais c'est si important aussi pour le e-commerçant de recevoir ce feedback et de travailler toujours à son propre image, à son propre service, comment je peux m'améliorer, qu'est-ce que ma faiblesse, qu'est-ce que j'ai fait bien. Et donc, pour nous, c'est obligatoire. On ne peut pas recevoir un label de confiance si on n'a pas ça sur son webshop.
si je peux intervenir. Oui, justement, j'allais vous poser la question, Xavier, tout à fait, dites-nous. Et nous, c'est vraiment une stratégie qui nous tient à cœur, la satisfaction client. D'ailleurs, on travaille au niveau de notre équipe commerciale avec 2 KPI. Le premier, évidemment, c'est le chiffre d'affaires. On reste des e-commerçants. Oui. Dans e-commerçant, il y a commerce, donc on doit vendre. Le deuxième, c'est la satisfaction client. Parce que c'est bien beau de vendre beaucoup, mais si on ne satisfait pas le client et qu'on lui donne les mauvaises informations dans le but de le faire acheter, mais qu'une fois qu'il a reçu le produit, il est déçu parce qu'il n'a pas eu de bonnes informations, c'est une stratégie très très court terme. Et on sait tous qu'il est beaucoup plus cher et coûteux d'acquérir de nouveaux clients que de fidéliser les actuels. Donc on a tous à gagner à fidéliser nos clients, à faire en sorte qu'ils en parlent autour d'eux. Mais alors il y a un élément qui moi me tient à cœur et m'enthousiasme beaucoup, c'est l'évaluation, et les sites comme Trustpilot ne sont pas juste un élément passif de recevoir un avis ou une plainte, parce qu'il y en a évidemment, il n'y a pas que des clients heureux, c'est aussi un moyen de répondre. On essaye, nous, toujours de répondre à chaque évaluation négative, de un, pour aussi un peu remettre dans le cadre, parce que tout le monde n'a pas les mêmes attentes. La notion de rendez-vous pour un transporteur, par exemple, un client lambda va nous dire « Oui, mais monsieur, moi, si le transporteur ne me fixe pas un rendez-vous à 20h30, je ne suis pas d'accord. Quand je vous invite à manger chez moi, si vous venez à 20h40, vous êtes 10 minutes en retard. » Dans la logistique, ce n'est pas la même chose. Donc, il faut relativiser les choses, mais on peut aussi, grâce à la réponse aux évaluations et grâce à la résolution de problèmes, amener les clients à revoir leur évaluation. Nous, on le fait énormément et dès qu'il y a un problème signalé par un client, on va évidemment le résoudre et à la fin de la résolution du problème, on va demander au client s'il est d'accord de nous réévaluer puisqu'au final, on a résolu le problème et je dirais que 6 clients sur 10 acceptent de le faire et ça démontre vraiment, et je pense que les clients l'apprécient, une réactivité. Ils voient sur Trustpilot un avis négatif, ils voient qu'on y répond, ils voient qu'on cherche des solutions et que parfois, une semaine, 10 jours après, le problème est résolu et le client modifie son avis. Donc, c'est vraiment un outil communicationnel, à mon sens, très puissant. Je dirais même plus, c'est un outil d'engagement. C'est même plus que de la communication. À partir du mais moment où il y a… Bien sûr, mais ça. Alors, voilà, c'est en ça que je dis que c'est de l'engagement. Je veux dire, l'engagement, ça suppose effectivement qu'il y ait, c'est dans les deux sens, et ça n'est pas du one-to-many, et ça n'est pas top-down, c'est effectivement du co-construction. Co-construction de la notoriété, co-construction de la régulation, en fait, de la marque. Oui. Et aussi, comme le font très bien certains établissements Horeca, nous, on le stimule en magasin. Quand un client manifeste sa satisfaction dans un point de vente physique, on essaye de l'encourager à laisser une évaluation positive parce qu'évidemment, il faut stimuler l'évaluation positive. Exactement. Parce que moins de personnes heureuses prennent le temps de l'écrire, alors que les personnes mécontentes vont quasiment toujours prendre le temps de l'écrire. Donc, il faut aussi augmenter la présence des personnes qui sont satisfaites en stimulant la vie. Lorsqu'un client nous dit qu'il est content, écoutez, n'hésitez pas, vous allez recevoir un email automatique, n'hésitez pas à en faire part sur Internet, ça fera plaisir à toute notre équipe. Donc, c'est vraiment une stratégie qui englobe tous les aspects de l'entreprise. Michel, vous vouliez intervenir? Oui. Je voulais réagir aussi par rapport à ce que disait Sophie. D'abord, le premier point par rapport à la sécurité, c'est vrai que très sincèrement, en ce qui me concerne en tout cas, je suis très satisfait de savoir que j'ai 2 fois par an un test sur l'ensemble de la sécurité parce que c'est un fondamental pour le site e-commerce. Et quelque part, moi, ça me permet de me décharger complètement de ça parce que je sais que le test est fait, je reçois un rapport complet, que je remets à un prestataire de service et à notre IT manager en interne et je sais que je peux rouler tranquille. Ça me permet d'avoir des bases saines et je sais, c'est vraiment un strict minimum. On ne peut pas avoir un site e-commerce où on n'est pas sûr de la sécurité de ce qui se fait derrière. C'est pour le premier point. Pour le deuxième, je rejoins parfaitement aussi l'idée d'avoir un prestataire. Nous, on utilise eTrustShop, mais c'est la même chose que Trustpilot, qui nous permet d'avoir justement une idée du taux de satisfaction client. Et comme le disait Xavier, effectivement, c'est important de voir quelle est la satisfaction du client, mais c'est aussi intéressant en termes de management d'équipe en interne. Nous, le service clientèle, ça me permet, étonnamment, on a un taux de satisfaction client qui n'a cessé d'augmenter pendant le Covid et qui stabilise maintenant. Donc, on s'est rendu compte que malgré le fait qu'on était dans une période difficile, avec une logistique moins simple et plus lente, il faut bien dire les choses comme elles sont, eh bien, on a eu un taux de satisfaction où on a eu une vraie compréhension des consommateurs et des clients et un taux de fidélité qui n'a cessé d'augmenter. Et donc, ça permet aussi de sensibiliser les équipes en interne, de les garder motivées et d'être attentifs à qu'est-ce qui va pas et pourquoi ça ne va pas. Donc,
Je pense que c'est vraiment un outil à forte valeur ajoutée que de pouvoir utiliser ça aussi, effectivement. Oui, c'est comme vous le disiez, Xavier, c'est du KPI. C'est du KPI aussi, et c'est du KPI qui se partage avec les équipes en interne. Chez vous, par contre, Xavier Lebalus, c'est que si vous m'aviez dit, si je ne m'abuse, que les clients avaient été patients pendant le Covid et puis qu'après, il y avait voilà, un petit changement, on retombait dans ces ornières de l'impatience de vouloir livrer assez rapidement, non? Alors, je ne sais pas si on a été moins efficace que l'équipe de Michel, mais nous, on a quand même perdu 3 dixièmes. En général, on est sur Trustpilot aux alentours des 4,8 ou 4,7. Et là, on s'est retrouvé après le confinement à 4,4. Dès qu'on descend en dessous de 4,5 sur 5, on estime que ce n'est pas bon. Mais toujours est-il que oui, nous, on a perdu en termes de satisfaction client, aussi dû à un volume, un petit peu comme chez Gotalos, où on a eu une croissance au mois de juin, on a fait plus de 80% de croissance, ce qui était tout à fait inattendu et un peu ingérable. Donc oui, on n'a pas été bon en satisfaction client, clairement. Oui, mais c'est comme vous le disiez aussi, c'est comme le disait Thierry, on ne peut pas non plus aller du coup recruter pour pouvoir communiquer juste sur ce type de choses. On ne peut pas être sur tous les fronts de la même qualité en même temps. Par contre, après, ce sont aussi peut-être des révélateurs de pistes d'amélioration. Et à ce propos, sur les révélateurs de pistes d'amélioration, on a beaucoup parlé, Sophie, vous nous partagez des outils, des applications, des startups, etc. Est-ce que les e-commerce vont devoir monter en maturité technique? Est-ce qu'ils sont montés en maturité technique? Je pense notamment Xavier Schoer ou Thierry de Cotalos. Vous disiez Thierry, alors oui, carrément Thierry, lui, non seulement il coupe son téléphone pendant 2 semaines, mais en plus il lance un nouveau e-commerce en plein confinement. Hein, voilà, autant faire les choses. Pourquoi faire simple quand on peut faire compliqué ou quand on aime le risque? Vous, Xavier, c'était en juin aussi, votre nouveau e-commerce, Xavier Schoer. Ça vous a permis de quoi? De plonger dans l'eau chaude et de dire c'est très chaud, ou ça vous a permis, vous étiez tout à fait les reins solides? Comment est-ce qu'on fait avec la maturité technique et la maîtrise technique? Maintenance, sécurité technique aussi. Michel, vous disiez, ça vous rassure, vous, d'avoir ce contrôle technique là 2 fois par an. Xavier Schoer, vous, quand vous avez lancé en juin le nouveau site, vous êtes dit quoi? C'est bon? Everything is under control? Oui, parce que en fait, la mise à jour était principalement pour une amélioration d'expérience utilisateur. C'est-à-dire que l'ancien site, enfin, nous, on travaille avec Magento, qui est quand même une usine à gaz en termes d'e-commerce. Mais elle a été conservée parce qu'elle est reliée à notre ERP et, pour la prise de commande. Parce que comme ça, les commandes arrivent directement dans le magasin et quand le client arrive, ben, le vendeur le voit dans son ERP, il ne doit pas commencer à aller dans 36 autres plateformes. Donc là, c'était les outils étaient déjà en place, mais l'expérience utilisateur n'était pas là du tout. Et ça, ça fait 2 ans et demi que j'y suis, et là, il y a vraiment un manque à gagner. Et c'est vrai qu'on avait, c'était pendant le confinement, effectivement, on était encore sur l'ancienne version du site. Et nous, à l'inverse de Thierry, on a dû réouvrir une ligne téléphonique pour aider les gens à passer commande sur un site internet. C'est un petit peu dommage, mais on n'avait pas le choix parce que l'autre site n'était pas encore prêt. Par contre, le fait que l'e-commerce, enfin notre e-commerce, c'était un essai, a fait que moi j'ai pu un peu, pour qu'ils mettent le pied sur l'accélérateur et qu'on ait cette nouvelle version plus vite. Mais ça faisait 1 an qu'on y travaillait, donc voilà, on a conscience, elle est là, du digital, mais le confinement était un accélérateur de tous ces éléments, de toute cette mise en place. Ok. C'est une grosse erreur de couper le téléphone, je précise quand même. Oui, mais on sait bien que vous vous sacrifiez pour montrer les bons exemples et les mauvais exemples. On se dit, bah, allez, tant pis, voilà. Mais pour les clients fidèles qui aiment bien téléphoner, ça nous a quand même fortement lésés, je m'en rends compte maintenant. Mais bon, voilà, c'est fait, c'est fait. Il faut reprendre le téléphone maintenant, Thierry. Ah non, c'est fait depuis longtemps. On a même embauché une Ah secrétaire. ben voilà, mais Quelques voilà. semaines après, j'ai embauché une secrétaire indépendante qui répond au téléphone, qui prend les commandes maintenant à distance.
Michel, vous m'aviez dit qu'une des premières choses que vous aviez faire, c'était une intervention technique aussi, vous, sur voilà, toute la plateformisation pour pouvoir gérer les flux, non, si je ne m'abuse, et les commandes. Nous, ce qu'on a fait, c'est qu'on a un mode de fonctionnement qui nous permet, il y a une vraie intégration avec le système back-office et on a la possibilité de pondérer les magasins pour que le stock qui s'affiche sur le site e-commerce soit le stock des magasins qu'on a sélectionnés pour faire la préparation des commandes. Le souci, c'est que ce qu'on a fait, c'est qu'on a réagi en sélectionnant les magasins qui, pour nous, étaient les plus accessibles et ceux dans lesquels il y avait le plus de stock pour aller faire les préparations de commandes, mais on ne savait pas visualiser le volume des commandes. Quand on est en temps normaux, tous les magasins ouvrent et tous les magasins s'occupent des expéditions, il n'y a pas de souci. À partir du moment où il fallait envoyer des personnes dans ces différents magasins pour aller gérer les commandes, il était important qu'on puisse, nous, visualiser le volume des commandes qui avaient été passées dans un magasin plutôt que l'autre. Et c'est difficile parce que c'est fonction du stock disponible dans le magasin. Donc, on a la chance aussi d'avoir une équipe informatique en interne qui, encore une fois, s'est mobilisée, était disponible et nous a permis de très vite mettre en place un programme qui me permettait tous les matins de voir quel était le volume des commandes dans chacun des magasins que nous avions sélectionnés et au dépôt, et via une communication qui s'est établie très rapidement entre tous les membres des personnes qui travaillaient pour le colisage et la logistique par WhatsApp, tous les matins à 7 heures, je communiquais vers les magasins qui étaient prioritaires pour lesquels il fallait aller commencer à préparer, faire les colisages et la préparation des commandes. Donc oui, il a fallu aussi mettre la main à la pâte d'un point de vue informatique, indépendamment du fait de la souplesse et de l'agilité des personnes. Il fallait aussi développer un petit peu le système informatique par rapport à ça. C'est ça, la maîtrise technique. Alors, Xavier Lebalu, vous m'avez dit que vous allez investir beaucoup dans le digital et donc aussi dans de nouveaux outils, de nouveaux moyens, notamment la réalité virtuelle, si je ne m'abuse. Vous allez intégrer ça pour pouvoir donner encore plus d'expérience et pour pouvoir encore plus personnaliser et enrichir en fait l'expérience client. Alors oui, nous, on est sur un secteur, le secteur du meuble, qui était encore assez peu digitalisé. L'année passée, c'était seulement 19% du marché global du meuble qui se réalisait en ligne, ce qui est encore fort faible, en tout cas par rapport au secteur de l'électronique ou plus classique pour l'e-commerce. Une des raisons, c'est évidemment ce qu'on a pu évoquer avant, c'est qu'on s'est difficilement, via un écran de smartphone et via un ordinateur, reproduire les sensations, reproduire l'image de marque, inspirer les clients comme on peut le faire en magasin. Mais les technologies, en tout cas l'évolution des technologies nous y aide et vont nous y aider puisque depuis, je pense, 2 ans, les nouvelles puces et les nouveaux applicatifs de la plupart des smartphones permettent la réalité augmentée de manière embedded, donc vraiment dans le navigateur. En tout cas, c'est le cas chez Apple, puisque Safari permet d'afficher des objets en réalité augmentée dans votre pièce immédiatement à partir d'un site web. On ne l'a pas encore mis en place, mais c'est un assez gros travail chez nous parce qu'il faut digitaliser en 3D un peu plus de 2000 produits différents. Mais clairement, le potentiel est énorme puisqu'on va gagner grâce à cet outil la capacité à inspirer un client, à le conseiller et à lui donner la visualisation de nos produits dans son futur appartement, dans son futur salon, et ce même s'il n'a pas de magasin à proximité de son domicile. Donc clairement, on a beaucoup à gagner, et c'est pour nous un outil qui va permettre d'augmenter assez fortement le panier moyen d'achat, parce qu'on voit que plus le panier moyen augmente, plus le client est inquiet par rapport à son achat. Si on lui donne confiance, qu'on l'inspire, on augmente le panier moyen, et on sait qu'en e-commerce, la rentabilité, elle est dans le panier moyen, il n'y a aucun doute. Oui, effectivement. Sophie, je sais que vous, je ne devrais pas vous convaincre, vous êtes très, 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 comment dire, vous encouragez énormément justement l'innovation technologique, la maîtrise, la maturité technique. On évoquait en préparant cette table ronde aussi l'intelligence artificielle, vous y croyez énormément. Vous dites même qu'une entreprise qui n'ira pas à un moment vers ce type de technologie-là ne sera pas assez concurrentielle et est vouée à disparaître. Oui, oui, et je suis absolument convaincue de ça. Parce que finalement, et Michel, Xavier, Thierry, vous allez me confirmer, dans le e-commerce, c'est vraiment know your customer, connaître ton client. Et c'était déjà aussi dans le physique, brick and mortar. Mais la AI va te permettre à connaître ton client beaucoup mieux
que sont. Et donc, finalement, qui va gagner ici, c'est celui qui connaît son client le meilleur. Et c'est ça, c'est l'AI va le permettre ça. Il y a déjà plein qui l'appliquent, et ceux qui l'appliquent, ils vont avoir un truc avant, parce qu'ils savent que les clients, par exemple, pour Thierry, il va toujours commander le porc, il va toujours commander cette pièce, et il va suggérer, ben, tu vois, si tu commandes toujours la sauce, par exemple, si tu manges ça, ben, ça va aller avec la béarnaise, et tu vas le proposer, et tu vas être capable d'augmenter ta chiffre d'affaires parce que tu vas proposer sans que les clients se sentent pushed, tu vois, c'est plutôt un service. Si tu vas utiliser l'AI, toi comme entrepreneur, tu vas être capable à servir ton client plus, et parce que tu vas lui suggérer ce qu'il veut ou ce qu'il va aimer. Et finalement, 95% de notre vie se passe de l'inconsciemment, hein. On a le cerveau, mais c'est tellement compliqué, tous les processus, et la majorité de nos décisions se passent inconsciemment. C'était déjà avant que la technologie, l'être humain n'a pas changé, mais ce que l'AI va être capable de faire, il va être capturé c'est inconsciemment. Et donc, il va te connaître bien avec la façon que tu vas regarder 2 secondes sur la chemise blouse qui est blanc, et tu vas peut-être regarder 5 secondes sur celle qui est rouge. Et donc, il va te comprendre que pour toi, le rouge, c'est en fait, tu aimes ça. Et finalement, il va te proposer plutôt quelque chose, ce que tu aimes. Et donc, finalement, l'AI va te permettre à servir ton client. Et donc, ça va jouer dans le physique et dans le e-commerce. Et c'est pour ça, j'y crois vraiment. J'ai voyagé en Chine, j'ai voyagé aux États-Unis, et ça s'applique là déjà immense. Ici, on a aussi déjà pas mal, mais on est encore dans une phase débutant. Mais il y en a pas mal déjà en Belgique, mais c'est vraiment le futur. Et ça revient à l'essence de marketing, know your customer. Évidemment, ça doit se passer d'une façon éthique, hein, il faut pas, et c'est ça aussi important que les clients, on a tout ce débat sur le GDPR, hein, sur le privacy, et il faut le respecter absolument. Et là, à nouveau, il faut trouver une balance entre le consommateur et le e-commerçant. Donc, quel est le défi? Que le commerçant convaincre le consommateur de donner ces données privées volontairement. Et quand est-ce qu'il va donner ça? Quand il reçoit quelque chose en échange. Quand c'est utile, quand c'est pas effectivement... Moi, je reçois de Spotify une liste qui me suggère, mais je ne suis pas fâchée que Spotify fait ça. En fait, je suis contente et je suis prête à lui donner du accès à ce que j'écoute, parce que sur base de ce que moi j'écoute, sur le fait que je donne ça volontairement, ces données, il va me donner un service en échange. Il va me suggérer une chanson qu'il pense que j'aime. Et je suis ouverte pour ça, parce que j'aime ça. Et donc, finalement, c'est ça le grand défi, que l'entrepreneur doit être capable à convaincre le consommateur à donner ça volontairement, mais en échange du service plus personnalisé, plus un service au service du consommateur. Voilà, oui. Très bien. Pour clôturer, Michel, votre défi à vous de demain, c'est quoi? Si déjà j'arrive à conserver le niveau de taux de satisfaction que j'ai au niveau des clients et le chiffre qu'on réalise aujourd'hui, en tout cas la progression qu'on a eue, et la stabiliser, parce que la question, j'imagine que tout le monde se pose maintenant, c'est de se dire, on a eu la période du Covid, ok, il y a eu un boom au niveau de l'e-commerce, est-ce que maintenant les consommateurs vont retourner vers le physique comme ils le faisaient avant, ou est-ce qu'on va quand même garder un certain niveau? Je pense qu'il y a 2 types de consommateurs. Il y a le consommateur qui, lui, est satisfait de ce qu'il a eu comme expérience et va continuer comme ça. Par contre, je pense que certains vont retourner à leurs habitudes. Ça dépend peut-être un petit peu des segments utilisateurs. Et donc, pour nous, je pense que le défi, c'est d'essayer de conserver ça, en tout cas de construire sur base de ce qu'on a eu comme expérience et d'en retirer les bénéfices et d'analyser ça de manière à tête reposée maintenant. Parce qu'on a été vraiment les mains dans le cambouis jusqu'à présent, mais c'est bien de prendre un tout petit peu de recul maintenant, d'analyser ça et d'essayer de voir un petit peu ce qu'on va pouvoir mettre en place pour le dernier trimestre. Thierry?
Défi demain? Arriver à remplir mes nouveaux casiers gourmands. D'accord. Nouveaux produits, Pas encore nouvelles gagné. propositions. Ce que ça va donner, c'est très innovant. Les clients ne comprennent pas encore ce qui est possible et comment ça va fonctionner. Je reçois des questions là, en continu de plein de clients potentiels. Qu'est-ce que c'est, comment ça fonctionne, comment ça marche, etc. Voilà, je lance une nouveauté. Je me donne jusque Noël pour voir comment ça fonctionne. On vous souhaite plein de succès. Xavier Schoer, vos défis demain? La boxe, vos recettes, les exporter en Chine? Ouais, voilà, notre box recette en Chine, pourquoi pas. Effectivement, ça c'est un bon challenge. Pas Mais mal. effectivement, on Vous- continue à développer l'expérience utilisateur sur le digital et continuer sur cette croissance. Magnifique. On vous le souhaite également. Xavier, pour vous, et on terminera cette table ronde là-dessus. Fort similaire à Michel, conserver les volumes assez impressionnants qu'on a vus ces 3 derniers mois. Je pense que ce sera difficile de les conserver, mais on va essayer. Et puis, on vient d'en parler, la réalité augmentée, qui est vraiment notre priorité pour début 2021, et c'est un très gros chantier pour nous. Très bien. Je vous remercie à tous pour votre intervention, pour vos éclairages, pour votre expertise.